Aller à la rencontre de ces habitants. Depuis un mois, pas une banque n'y échappe. Chaque agence, chaque distributeur de billets est assailli par des Indiens en manque de liquidité. Le 8 novembre, à la surprise générale, les coupures de 500 et 1000 roupies, 85% des billets de banque ont été retirés de la circulation. La population est en colère, des policiers sont présents pour éviter les débordements. On s'arrange toujours pour qu'un membre de la famille soit en train de faire la queue. Et malgré tout, on ne réussit pas à sortir de l'argent. Ça fait 2 jours qu'à cause de ça, je ne vais pas travailler. But de cette mesure draconienne, forcer les Indiens à déclarer l'argent sale et à le placer dans des comptes bancaires. En Inde, 78% des transactions étaient réalisées en liquide, la plupart non déclarées. Combien d'argent voulez-vous échanger, monsieur? Mais depuis un mois, le pays tourne au ralenti. Les nouveaux billets tardent à arriver dans les distributeurs. La pénurie de grosses coupures pénalise les 300 millions d'habitants qui n'ont pas de compte en banque. Bonjour, nous voulons ouvrir un compte en banque pour mon mari. Vous avez une pièce d'identité? Vous vivez ici? Débordée par l'afflux de clients, cette banque a installé un comptoir temporaire dans la rue afin d'aider les plus démunis. Les banques reçoivent énormément de clients. Avant, nous pouvions en avoir une centaine par jour. Aujourd'hui, nous devrions en avoir 5000. Je n'ai jamais eu de compte en banque. La démonétisation nous cause beaucoup de problèmes ces jours-ci. J'ai entendu dire qu'on pouvait ouvrir un compte bancaire, alors je suis venu ici. Cet ébéniste souhaite lui aussi s'ouvrir un compte. Mais les banques refusent, faute de carte d'identité valide. Ajoute un peu de jaune ici. Cela aidera à couvrir les sections noires de la chaise. Pour envoyer de l'argent liquide à sa famille et rester au village, il passe par un intermédiaire. Mais le prix demandé a été multiplié par 10. Si j'avais eu un compte en banque, j'aurais pu déposer et transférer mon argent. Mais je n'en ai pas et ça me cause beaucoup de problèmes. C'est l'ensemble de l'économie qui est touché. Les grandes transactions comme les petites. La situation paralyse et inquiète les économistes. L'Inde pourrait perdre 1 point de croissance. Si le problème persiste pendant plus d'1 mois, 1 mois et demi, ça deviendra irréversible. Parce que plusieurs entreprises ne seront plus rentables. Elles ne seront plus capables de payer leurs dettes. La situation des entreprises les moins performantes de l'économie indienne pourrait s'aggraver dangereusement. En attendant la fin des interminables files d'attente, des applications apparaissent, comme celle de Book My Chotu, qui permet d'engager quelqu'un pour faire la queue à votre place en échange de quelques roupies. En général, les habitants de Delhi passent 4 à 5 heures par jour dans les transports et travaillent entre 8 et 9 heures. Ils n'ont pas le temps d'attendre dans la queue. Avec notre service, ils n'ont qu'à payer un petit montant pour s'éviter bien des ennuis. Mais les plus grands bénéfices reviennent à Paytm, une entreprise de transactions en ligne. Elle permet de faire des achats avec un simple téléphone portable. Ce fleuriste a perdu la moitié de son chiffre d'affaires parce que les gens ne peuvent plus payer en liquide. À court de solutions, il se fait aujourd'hui installer l'application. Le client n'a qu'à présenter son téléphone devant le code qui s'affiche, indiquer le bon montant et payer. L'argent sera ensuite transféré dans votre compte. Juste avec le portable? Oui. Un saut de géant auquel beaucoup ne sont pas encore prêts, comme ce marchand de fruits et légumes. J'ai installé Paytm pour les clients, mais j'ai besoin d'argent liquide pour payer les cultivateurs. Ils n'utilisent pas cette application. Ils veulent uniquement des billets. Le chaos devrait continuer. Plusieurs experts doutent de l'efficacité de cette mesure et croient que l'essentiel de l'argent sale est à l'abri, caché dans des comptes à l'étranger. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Isabelle Guérin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes socio-économiste, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Alors, on vient de le voir à la fin du reportage, beaucoup d'experts doutent de l'efficacité de cette mesure pour lutter contre la corruption. Qu'en pensez-vous? Est-ce que finalement, malgré tout, est-ce quand même une bonne mesure, mais va-t-il falloir attendre un petit peu pour s'en rendre compte? Bonjour, je pense que c'est un peu tôt pour mesurer l'efficacité de la mesure. Moi, ce que je peux partager avec vous, c'est la manière dont les populations indiennes le vivent au quotidien. Alors, il y a effectivement un certain nombre de difficultés, vous les avez bien montrées dans le reportage, mais ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'avait peut-être pas anticipé, c'est que finalement, il y a quand même toute
une diversité de réseaux et de pratiques qui permettent finalement d'atténuer les effets que vous avez montrés. D'une part, l'usage du cash au quotidien, effectivement, les gens utilisent principalement du cash, mais en petites coupures. Donc ça c'est vraiment un point qu'il faut souligner. Deuxième point, garder du cash chez soi, c'est en fait assez rare. Je parle des populations en bas de la pyramide, hein, comme on dit, pour diverses raisons. Pas seulement le fait qu'elles n'aient pas de compte bancaire, mais aussi parce qu'on est dans un contexte d'interdépendance très forte où les gens, dès qu'ils ont un petit peu de surplus monétaire, ont tendance à le réinjecter dans leur réseau social. Ce qui explique le fait que l'argent immobilisé en fait est assez rare et qu'il a plutôt tendance à circuler. Et ce qu'on observe en fait avec cette démonétarisation, c'est une accélération de cette circulation déjà très forte. Que ce soit pour la consommation, que ce soit pour les relations d'emploi, on assiste finalement à une débrouille assez fascinante, alors qui a aussi ses travers bien sûr, hein, mais qui montre à quel point les gens sur la base de relations de confiance qui préexistent, qui sont liées à des relations de parenté, qui sont liées à des relations de caste, qui sont liées à des relations d'appartenance villageoise, de partis politiques, se font confiance et cette situation de démonétarisation finalement met à jour ces réseaux de confiance. Et ce à quoi on assiste là, c'est une démultiplication des relations d'endettement, donc ce qui fait que les pratiques économiques continuent d'exister en fait. Il y a effectivement des petites boutiques qui ont du mal à fonctionner, qui ont fermé pendant quelques temps, et puis on voit qu'elles réouvrent aujourd'hui malgré tout, puisque l'argent se remet un petit peu à circuler. Mais ce qui est quand même assez fascinant, c'est de voir que, compte tenu de la force de ces réseaux de relations personnelles, l'économie finalement fonctionne beaucoup plus. Est-ce que l'impact est le même dans tout le pays ? Alors ça, c'est donc moi, vous faites bien de poser la question parce que donc moi je n'ai pas été sur place, mais là je partage avec vous, j'ai habité plusieurs années là-bas. Là, je n'ai pas été sur place depuis la démonétarisation, mais je suis régulièrement en lien avec des collègues qui sont basés dans le sud de l'Inde, à l'Institut français de Pondichéry, et qui partagent avec moi régulièrement leurs observations. Et donc dans ce contexte-là, on est en zone rurale. Le sud de l'Inde est un des États les plus bancarisés, donc ça, y compris auprès des populations pauvres. Hein. Le taux de bancarisation atteint quasiment 100%. Alors, ce qui ne veut pas dire que les gens utilisent leur banque, utilisent leur compte. Enfin, toujours dit qu'ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'aller déposer leur argent là-bas. Et puis le Tamil Nadu est aussi un des États les plus riches et aussi un des États, socialement parlant, les plus avancés, entre guillemets. Il est probable que dans des contextes comme le Bihar ou l'Orissa, où là la bancarisation est beaucoup plus faible, où les relations sociales sont peut-être beaucoup moins fortes dans certains contextes, ou dans certaines zones urbaines où l'isolement social est plus marqué, et où lorsque les gens n'ont pas de réseau social, auront probablement du mal à consommer et à travailler dans ces conditions. Donc je crois que les effets soient très inégaux, effectivement. Est-ce qu'on peut penser que cette mesure prise par Narendra Modi, est-ce qu'on peut penser que finalement, eh bien, ça va finir par changer les mœurs ? Je sais pas. Ce que je trouve assez fascinant, c'est de voir que certaines personnes, y compris très pauvres, refusent à l'heure actuelle de se faire payer en vieille monnaie, entre guillemets, parce qu'elles ont bien compris que c'était de la part de leurs employeurs un moyen de blanchir de l'argent. Et elles ont un degré de conscience politique qui est tout à fait remarquable, puisqu'elles sont prêtes à ne pas se faire payer pour refuser de contribuer à recycler cet argent. Donc ce que je veux dire, c'est que de manière générale, on a une adhésion très forte des populations pauvres à ce processus, parce que tout le monde en a marre de ces élites corrompues, tout le monde en a marre de cet argent sale qui circule. Donc il y a un très gros espoir qui est porté par les populations dans cette mesure. La question est là, moi j'ai quand même des doutes, parce que l'histoire montre à quel point ces élites ont une capacité fascinante à faire face à toutes les stratégies possibles et imaginables. Donc bon, attendons de voir, mais je doute que l'impact soit majeur, quoi. Et du coup, la méfiance auprès des populations serait alors là complètement exacerbée, puisque elles sont prêtes à payer le coût, mais sous réserve que ça puisse avoir des effets, quoi. Merci beaucoup Isabelle Guérin d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci.